On va maintenant accueillir Simon Ricard de Permalab. Venez nous rejoindre sur la scène, Simon. Ensemble, on va parler de l'aménagement de parcelles, du principe d'hydrologie régénérative. On va voir à quel point c'est un changement de paradigme. On écoutera également, installez-vous ici, venez Simon. On écoutera également un vigneron ici sur votre territoire qui a fait ses travaux et on ira découvrir un des domaines avec lequel vous avez travaillé. Bonjour Simon, le micro est devant vous. Il est en route. Merci. Bonjour, merci d'être Bonjour. là avec nous. Petite présentation tout d'abord de votre activité. Vous êtes dans le sud de la Drôme, si je ne me trompe pas, Permalab. C'est ça, le sud-centre plutôt de la Drôme. Centre de la Drôme. Oui, bonjour à tous. Effectivement, on est basé à Cré dans la Drôme et j'ai deux casquettes, on va dire. Ma structure, c'est Permalab et on est un petit bureau d'études, on va dire, qu'on accompagne les agriculteurs en général, les porteurs de projets agricoles, les entreprises à vocation agricole, les collectivités maintenant de plus en plus, autour de tout ce qui est agroécologie, agroforesterie et donc ce qu'on appelle hydrologie régénérative, donc une forme de gestion de l'eau, dont on va parler un petit peu. Et après, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis cofondateur, coprésident de l'association pour une hydrologie régénérative, pour laquelle a plus vocation de diffuser un peu cette vision dont on va parler là juste après. Est-ce que vous voulez rester ici ou au pupitre, comme vous le souhaitez? C'est mieux au pupitre parce qu'il faut que je fasse. Je vais vous donner passer avec la télécommande. Allez-y, voilà, allez-y, je vous en prie. Rejoignez le pupitre. Pour cette présentation, on va découvrir dans ce changement, cette évolution, cette nouveauté dans la manière de gérer les parcelles. Voilà. C'est à vous, Simon, pour 20 minutes. Voilà, merci. N'hésitez pas, à propos de 20 minutes, de me faire un petit signe si jamais je suis un peu long sur ma présentation. Je reste ici ou je descends? Qu'est-ce qui est le mieux pour... Parfait, bon. Eh bien, voilà, hop. Eh bien, voilà, rebonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler donc, de manière synthétique. Je vais parfois être un peu rapide aussi parce qu'il y a beaucoup à dire. Et les contraintes de temps sont là. Et après, on pourra effectivement illustrer avec... un peu mon propos qui va être un peu général d'abord pour ensuite descendre justement un peu plus à la parcelle et parler effectivement d'hydrologie régénérative. Et moi aussi j'ai une citation pour commencer que j'aime bien présenter pour illustrer un peu le propos, ce dont on parle. C'est dans un désert américain que j'ai réalisé soudain que la pluie ne tombe pas des cieux, elle provient du sol. La formation des déserts n'est pas due à l'absence de pluie, mais plutôt la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. D'un agriculteur japonais des années 50-60, un des pionniers de l'agriculture naturelle qu'on appelait, et qui situe bien ce propos des interactions, on va dire, qu'on un peu inversées. On a l'habitude de penser qu'il ne pleut pas donc le climat est sec, donc mon territoire est sec. Mais en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est aussi, et peut-être surtout parce que le territoire est sec, que le climat est sec. Donc ça inverse un petit peu la logique des interactions. Et ça, on le voit avec justement les cycles de l'eau, les cycles de l'eau, et un peu la nouvelle entre guillemets représentation des cycles de l'eau. On l'a globalement tous appris à l'école. Il y a un premier grand cycle de l'eau. L'eau s'évapore des masses maritimes, pénètre sur les continents plus ou moins loin, et puis retombe sous forme de précipitation. Ça s'écoule, ça pénètre dans les sols, soit ça s'écoule en surface, et ça retourne peu ou prou plus ou moins rapidement par les écoulements au niveau des masses, par le réseau hydrographique, au niveau des masses océaniques. Ça, c'est le cycle qu'on appelle le cycle de l'eau bleue, de l'eau des flux, de l'eau qu'on voit et qui notamment sert aux usages et à l'irrigation en particulier. Et puis, on va dire qu'il y a une partie de cette eau, et on le sait aussi, qui ne retourne pas directement à la mer, mais qui est captée par les sols, la végétation, et qui est transpirée, évapotranspirée depuis les sols et la végétation, et qui retourne dans l'atmosphère sans passer par la case océan, directement dans l'atmosphère, et qui contribue là aussi à cette circulation, au cycle de l'eau et aux reprécipitations, et comme ça, de manière très cyclique sur les continents. Et ça, ce cycle de l'eau verte, c'est ce qu'on appelle l'eau verte, on entend maintenant de plus en plus parler, c'est cette eau qui passe par les sols et la végétation. On considère qu'à l'échelle planétaire, on parle bien à l'échelle planétaire, que c'est 2/3 de l'eau des précipitations continentales, donc 2/3 des pluies, qui sont issues de l'évapotranspiration, donc qui sont issues de cette eau verte, de cette végétation. Et donc ça indique, même si en France, et en particulier dans le contexte méditerranéen, on est sur des autres ordres de grandeur, pour autant la prépondérance des sols et de la végétation à l'échelle des territoires sur les cycles de l'eau, et donc forcément sur le climat, et en particulier, on va le voir juste après, sur la répartition dans le temps et dans l'espace des précipitations.
Et du coup, dans cette nouvelle représentation des cycles de l'eau, on peut distinguer à gauche versus à droite un cycle de l'eau entre guillemets fonctionnel, c'est-à-dire que voilà, justement il y a une forme de répartition dans le temps, dans l'espace des précipitations, parce qu'il y a globalement un continuum de végétation, comme on le voit sur l'illustration, qui fait qu'il y a des cycles de l'eau relativement réguliers, versus un cycle de l'eau entre guillemets dysfonctionnel, par deux grands éléments, deux grandes choses, une forme de dévégétalisation d'une part et une forme d'évacuation de l'eau d'autre part. Et on va le voir un petit peu en détail après. Et donc ça a des conséquences, ça a deux conséquences qu'on connaît tous maintenant et en particulier dans le contexte méditerranéen, que sont sécheresse d'un côté, inondation de l'autre, qui sont à bien voir comme deux faces d'une même pièce, que sont des dégradations des cycles de l'eau. On a peut-être un peu tendance à rapidement leur mettre le changement climatique, les évolutions climatiques comme cause de ces extrêmes, sécheresse, inondation. Bien considérer que le changement climatique, c'est un accélérateur, un accentuateur, on va dire, d'une forme de dégradation justement de nos territoires, qui engendre d'abord ces phénomènes extrêmes d'un côté, sécheresse et inondation. Et on sait que quand il y aura l'un, à un moment donné, il y aura l'autre, et inversement. Et du coup, comment les causes de la dégradation des cycles de l'eau, on va passer là aussi rapidement, c'est des choses qui sont connues et pour autant c'est nécessaire de les rebalayer pour bien comprendre aussi comment on va adresser, on va dire, les solutions. Et donc effectivement, même si là aussi c'est un peu une généralité, la transformation de nos paysages depuis des décennies et parfois depuis de plus longue date a un rôle important évidemment sur cette transformation des paysages et donc sur cette gestion de l'eau, cette capacité des territoires, des paysages, des parcellaires à gérer l'eau d'une certaine manière, de manière naturelle. Évidemment, tout ce qui a été arrachage déboisement, déforestation, et puis en particulier arrachage des haies, suppression du végétal arboré en grande masse a largement contribué à ça. Assèchement, et là aussi des zones humides, de l'ensemble de micro pièces hydrologiques qui étaient présentes dans les territoires agricoles en particulier. Tout ça a contribué à la fois dévégétaliser et à la fois accélérer les cycles de l'eau. On va le revoir. Puisque voilà, un autre grand phénomène, on le sait maintenant de plus en plus, c'est justement les pratiques agricoles. C'est un corollaire de ce qu'on a vu juste avant, puisque les pratiques agricoles affectent lourdement la qualité des sols et leur capacité, là aussi, à entre guillemets stocker et gérer l'eau. Puisque voilà, avec les pratiques agricoles actuelles, nous sommes passés de 4% en moyenne de matière organique, on parle à l'échelle nationale, mais c'est évidemment vrai aussi dans le contexte viticole et en particulier dans la Méditerranée, jusqu'à 1,5% aujourd'hui, et on le sait qu'en domaine viticole, en domaine de la viticulture, on est encore moins dans les taux de matière organique, cette capacité des sols à pouvoir stocker l'eau qui, faute de ça, génère les images qu'on voit à droite et que là aussi on connaît bien dans le contexte méditerranéen. Et puis, corollaire de tout ça, peut-être un peu moins connu, même s'il est largement répandu, c'est un paradigme, le tout tuyau, entre guillemets, un paradigme historique et généralisé du drainage et de l'évacuation dans l'aménagement des espaces agricoles et du territoire en général. Du drainage, voilà, de surface, les fossés de droit, et là aussi on va y revenir, le drainage enterré, historique ou plus récent, qui mine de rien contribue à, certes, il y a des intérêts à faire tout ça, c'est pour pouvoir cultiver plus longtemps dans des surfaces qui ne l'étaient pas actuellement. Le revers de ça, c'est que nos territoires et nos parcellaires agricoles sont structurellement faits, organisés pour là aussi évacuer l'eau. Donc quand il y en a trop, c'est bien que ça évacue, mais d'une certaine manière, ça laisse des parcelles, des fermes, des domaines, des territoires qui sont structurellement asséchés et asséchants, quoi. Et donc voilà, j'ai synthétisé ce qui se passe en particulier en parcellaire, dans les parcellaires viticoles et en domaine méditerranéen, en contexte méditerranéen en particulier. Il y a un peu de texte là. Les parcellaires, grand 1, les parcellaires ont des sols nus, compactés et de fait sont très vite saturés lors d'épisodes pluvieux, générant rapidement du ruissellement.
Grand 2, les rangs de culture sont implantés en ligne droite sur des parcellaires présentant des reliefs, ce qui crée des pentes favorisant les écoulements et parfois les ravines. En 3, les emprises des parcelles occupent un maximum d'espace, laissant des fossés périphériques réduits à une dimension minimale et dont le seul but est d'évacuer l'eau hors du site. Et puis en 4, corollaire du point 3, il n'y a quasiment aucun aménagement ou ouvrage dans ou autour des parcelles qui est dédié à, entre guillemets, tamponner les eaux de ruissellement et favoriser leur infiltration. Et donc, ce que je disais, là, encore une fois, c'est une généralité, ça, mais qui se retrouve dans la majorité des contextes viticoles et agricoles en général. Alors, inverser la tendance, point d'interrogation, comment on fait? D'où l'idée de poser bien le constat, parce qu'en fait, inverser la tendance, ça va évidemment être de faire l'inverse, on va dire. L'inverse en termes d'eau bleue, de cette eau des flux, qui est le cycle d'eau long de l'eau. Et donc là, on va chercher à globalement beaucoup plus ralentir, infiltrer, et toute l'eau de précipitation en particulier. L'enjeu, c'est que quand l'eau tombe, elle reste sur le parcellaire, elle reste sur le territoire et elle s'infiltre en particulier. Et puis, au niveau de l'eau verte, le cycle court de l'eau, densifier la végétation pour alimenter les cycles évaporation, condensation, tous ces cycles de l'eau qui sont, eux, structurels, quoi. Et donc, comment on inverse ça? Donc, nous, on travaille avec un peu un triptyque qui permet de résumer tout ça ensemble. Triptyque pour la régénération des cycles de l'eau dans les agrosystèmes. Un triptyque eau, sol, arbre. On va le rebalayer pour passer, on va dire, de manière synthétique d'images comme ce qu'on a à gauche, de paysages, de parcellaires comme on a à gauche, à des paysages parcellaires comme ce qu'on a à droite. Ça, c'est l'image qu'on cherche à avoir et qu'on cherche à concrètement mettre en œuvre dans les aménagements. Et donc ce triptyque au sol arbre, il se décline comment? Sol, arbre, on va passer rapidement parce que justement, il y a un gros focus justement sur le sol. C'est largement répandu et largement en cours en termes de changement de pratique. 1% de matière organique dans 15 cm de sol par hectare, c'est 250 mètres cubes d'eau par hectare. Donc c'est quelque part, c'est là on fait tout ça pour redonner au sol leur capacité de fertilité, certes d'un côté, mais aussi justement de capter cette ressource qui est l'eau. Et puis donc toutes les pratiques qui vont dans ce sens-là, et là aussi je sais qu'il y a beaucoup qui est fait actuellement, tout ce qui est agriculture de conservation, conservation des sols, culture sur sol vivant, enherbement et couverts végétaux, en particulier évidemment en viticulture et arboriculture, et puis intégration plutôt dans les contextes d'élevage, mais ça vaut aussi pour les endroits où on expérimente l'élevage avec, ou en tout cas les ovins ou bovins, dans les parcelles viticoles, la gestion holistique du pâturage, parce que c'est un vrai levier là aussi pour aggrader les sols. Et passer, l'idée c'est de passer justement de la situation de gauche à celle de droite, c'est 2 parcelles, c'est dans l'Hérault. C'est un confrère qui s'appelle Alain Mallard qui travaille aussi sur ces sujets. 2 parcelles au même endroit, on voit ces 2 parcelles contiguës au même endroit, pas menées de la même manière évidemment. À gauche, sol nu, travaillé, compacté. À droite, sol couvert, non travaillé, préalablement décompacté. Après un très gros épisode, là, 233 mm de pluie pendant 16 heures. Et voilà, on a d'un côté ruissellement, érosion du sol, et à droite, infiltration, ressuyage relativement rapide de l'eau, même avec des grosses quantités. Arbre et agroforesterie, on a compris que on a enlevé beaucoup les arbres, y compris dans les parcelles agricoles. Il y a besoin de les remettre. Tout ça, ça se fait par l'agroforesterie et ce qu'on appelle la vitiforesterie. Donc là aussi, je vais passer vite sur ce sujet, mais tout ça pour rappeler que c'est extrêmement complémentaire tout ça et que ça doit être pensé de manière complémentaire. Agroforesterie et culture multi-étagée, les haies, évidemment, les haies autour, l'aspect bocager, entre guillemets. Le bocage, c'est pas juste pour les pâturages en Normandie, le bocage, ça veut dire les arbres autour des parcelles, et c'est une clé, là aussi, pour des systèmes résilients sur le long terme. Ça fait partie des leviers dont on a parlé ce matin. Système agro-silvopastoraux, ça c'est plutôt pour les systèmes d'élevage, et puis gestion forestière raisonnée, reforestation, évidemment, c'est une clé complémentaire là aussi aux espaces agricoles. Passer de paysages qui ressemblent à ça à gauche à des paysages qui ressemblent à ceux de droite. Et donc voilà, pour passer un peu plus sur les aspects, plus comment ça se passe à la parcelle,
pour donc ralentir l'eau bleue, ralentir, infiltrer et entre guillemets stocker l'eau de précipitation à l'échelle de la parcelle, du site et puis plus généralement du bassin versant, tout le long ce qu'on appelle les chemins de l'eau. Comment circule l'eau, sur l'eau de pluie en particulier, le long des chemins de l'eau naturels, hein, donc les reliefs, les talwegs, comment ça s'écoule naturellement, et puis artificiel évidemment, puisqu'on a largement artificialisé les écoulements d'eau, les fossés le long des parcelles, les fossés le long des routes. Il y a tout un réseau hydrographique artificiel qui se noue avec le réseau hydrographique naturel, et c'est là qu'il y aura des enjeux de comment ralentir l'eau quand elle tombe. Voilà, je vais passer un peu rapidement sur cette diapo pour parler, voilà, un peu montrer quelques ouvrages hydrologiques un peu clés. Encore une fois, ce que je vais présenter là, c'est un panel de solutions. C'est jamais une solution pour une solution, c'est toujours dans une réflexion globale adaptée à un contexte bien spécifique qui demande justement une étude, enfin en tout cas une attention un peu globale. Et donc, parmi ces ouvrages et ces techniques, donc justement les baissières, les nous d'infiltration baissière, donc c'est des fossés qui sont sur courbe de niveau. On voit là l'image de droite. C'est un fossé sur courbe de niveau qui fait qu'on comprend bien que quand il y aura un gros épisode en particulier, eh ben, en perpendiculaire à la pente, l'eau va venir s'infiltrer, va venir d'abord se stocker et s'infiltrer dans le fossé qui est en perpendiculaire à la pente. On y plante en général des haies là-dessus, ou alors ça permet de structurer un parcellaire. Mais voilà, c'est un des ouvrages clés en tout cas pour pouvoir gérer l'eau et éviter évidemment ruissellement et érosion qui se souvent perd, et au contraire favoriser l'infiltration au niveau de l'ouvrage et donc proche de là où l'eau tombe, quoi. Donc, voilà, un petit exemple. Donc à plus grande échelle, comment de tels, même si évidemment c'est compliqué à mettre en œuvre parce que dans des parcellaires qui sont déjà implantés, pour autant, comment ça peut aussi retransformer, restructurer des paysages, des espaces agricoles pour faire en sorte que l'eau reste plutôt qu'elle s'écoule. Alors, une autre manière de faire, c'est directement la parcelle. Là aussi, c'est techniquement pas simple, mais c'est bien de le connaître. C'est justement carrément directement, plutôt que de planter droit dans la pente qui facilite certes la mécanisation d'un côté. C'est pour ça qu'on plante droit dans la pente en général. C'est pour faciliter la mécanisation, on le sait bien. Évidemment, ça crée les contraintes dont on a parlé, et de travailler en perpendiculaire à la pente, donc de cultiver en perpendiculaire à la pente, d'implanter en perpendiculaire à la pente. Perpendiculaire à la pente, ça veut pas dire suivre les courbes de niveau, ça veut dire justement avoir des lignes parallèles, donc parce qu'on a besoin de lignes parallèles pour cultiver pour les pratiques agricoles, mais par contre en lignes parallèles qui sont en parallèle à une courbe de niveau, qui sont en perpendiculaire à la pente, parce que chaque sillon va lui-même faire obstacle aux écoulements. Ça, c'est justement une parcelle qui a été implantée sur ces principes au château du Vivier à Pontévès dans le Var, où sans rentrer dans le détail là, mais plusieurs motifs d'implantation ont été réalisés sur une parcelle complexe d'un point de vue topographique, mais qui était soumise à l'érosion, et justement pour favoriser le fait qu'il y aura moins d'écoulement, moins de ruissellement et plus facilement d'infiltration, sans avoir à faire des grands ouvrages dans tous les sens. Voilà, d'autres formes d'implantation, on parlait dans le système plutôt arboricole. Là, on est en Espagne. Évidemment, en Espagne, c'est d'autant plus important de travailler avec ce genre de principe, puisqu'il ne pleut pas souvent, un peu comme ici finalement, mais quand il pleut beaucoup et fort. Et donc, il y a un enjeu majeur à ce que toute l'eau qui reste s'infiltre. Et donc, implanter des systèmes de culture en fonction du relief, c'est une des clés, bien que je sais parfaitement que c'est pas facile techniquement, mais en tout cas c'est bon de se poser la question de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement l'implanter sur son parcellaire, en tout cas de se poser la question à un moment où on va réimplanter, parce qu'évidemment une fois que c'est fait, c'est trop tard, et c'est trop tard pour longtemps. Alors on pourrait même imaginer une forme de remembrement hydrologique et agroforestier, et passer justement de parcellaires découpés sans tenir compte du relief à des parcellaires qui, au contraire, prennent en compte le relief, sont implantés en fonction du relief pour les bonnes raisons justement qu'on a évoquées, de faciliter le fait que quand l'eau tombe, elle reste là où elle tombe, elle s'infiltre là où elle tombe, parce que globalement,
à certains endroits, soumis à l'hydromorphie, soumis à trop d'eau. Dans la majorité des cas, on a besoin que l'eau reste sur place, quoi. Après, une fois qu'on sort de la parcelle, il y a tous justement ces chemins de l'eau dont j'ai parlé. Et donc ces chemins de l'eau en particulier sur les talwegs. Talweg, c'est les vallées, les fonds de vallée. Et puis les fossés. En particulier cela, et tout ce qui est redans sur les fossés, ou ce qu'on appelle check dams, ce qu'on voit à droite, c'est des micro-ouvrages qui vont ralentir les écoulements là où l'eau se concentre, tous ces chemins d'eau où l'eau a tendance à se concentrer quand il pleut, et en particulier quand il pleut fort, et bien plutôt que ça s'écoule directement, favoriser avec ce genre de micro-ouvrages, on le voit, une succession de petits ouvrages qui vont faire que l'eau va à la fois être ralentie, tamponné, on voit dans l'image en bas à gauche, et on reverra avec Ludovic Stivet après, et tout en favorisant une forme d'évacuation, c'est-à-dire que ça ne va pas déborder sur la parcelle, on travaille ça pour que évidemment ça ne déborde pas sur la parcelle, mais que ça ralentisse, que ça favorise un écoulement, mais qui sera un écoulement plus lent, et à la fois une forme d'infiltration, puisque si ça c'est répété de manière importante sur l'ensemble des linéaires et le long de ces chemins de l'eau, on commence à avoir des effets hydrologiques importants, significatifs. Ça se travaille là aussi, attention, on ne fait pas n'importe quoi, entre guillemets, évidemment, sur ce genre d'approche. Il faut regarder d'où viennent les flux, dans quelle force, quel risque il peut y avoir, de commencer plutôt du haut vers le bas, évidemment, pour ralentir progressivement et infiltrer progressivement. Fossé ou talweg à redans, voilà justement une illustration, et on va le revoir, ce qui a été fait justement dans le domaine qu'on va voir juste après, avec ce principe de fossé à redans, vous voyez, qui peuvent être des choses relativement simples à mettre en œuvre et qui ont des effets relativement rapides. Ce que j'ai pas expliqué, c'est que autant le travail sur les sols et encore plus sur les arbres, c'est du moyen long terme, autant tout ce qui est travail sur l'eau, l'aspect hydrologique, l'aspect de comment on aménage, on réaménage pour faire en sorte que l'eau reste quand il pleut, c'est des effets qui sont immédiats. À la première pluie, il y a des effets hydrologiques immédiats, donc il y a un travail sur le court terme et qui est à compléter évidemment avec le travail sur le long terme, sur les sols, sur les arbres, en particulier sur l'architecture du domaine viticole dont on a parlé ce matin. Ok, on a 20 minutes, je finis en quelques minutes. Donc il y a d'autres formes d'aménagement possibles, alors, les formes de fascinage, qui permettent là aussi évidemment de casser les flux, de favoriser l'infiltration, de retenir là aussi les sédiments, la matière organique, plutôt qu'elle file. Les terrasses évidemment, alors pareil, c'est là aussi on va pas non plus retransformer tout le domaine, les parcellaires viticoles avec du terrasse, parce que c'est lourd à mettre en œuvre, donc ça aussi évidemment ça se pense. Pour autant les terrasses, c'est d'ailleurs pour ça que les anciens faisaient des terrasses, c'était pour la praticité en termes de culture, mais aussi parce que c'était peut-être le meilleur moyen de retenir eau et sol, en particulier lorsqu'il pleuvait fort, quoi. Voilà, évidemment, mare temporaire, bassin d'infiltration, remettre ce genre de micro-ouvrage, tout ce qui a été enlevé, évacué avec le remembrement, qu'on a comblé, qu'on a drainé, sur lesquels on est venu cultiver. Pour autant, tout ce maillage de micro-ouvrages de manière diffuse, voire très diffuse dans les parcellaires et dans le territoire en général, il manque aujourd'hui, et du coup, le long de ces chemins de l'eau en particulier, de recréer tout ce genre de bassins qui vont venir faire du tampon, de l'infiltration, de la biodiversité en plus. Voilà, donc on adresse avec une approche, on touche aussi d'autres aspects évidemment vertueux pour avoir des systèmes qui seront plus résilients. Et voilà, donc des exemples justement de bassins, de fossés qui permettent de garder l'eau, d'infiltrer l'eau lors des gros épisodes, plutôt que cette eau et la terre qui va avec se retrouvent trop vite dans les rivières, à la mer, et parfois, souvent même, créer des problématiques d'inondation en aval, quoi. Donc, pour conclure, redédier de l'espace à l'eau et à l'arbre, donc transformer des parcellaires comme ça, à l'origine qui sont comme ça, identifier les chemins de l'eau, on les voit là, les chemins de l'eau, il y a les talwegs en amont et puis il y a les fossés, et puis donc le long de ces chemins de l'eau, mettre une succession de micro-ouvrages, à chaque fois on parle de plutôt plein de petits que des gros, plein de micro-ouvrages qui vont ralentir progressivement, et le long de cette structuration en chemin de l'eau, revenir
densifier, revégétaliser, remettre des haies, parce que ça c'est sur le long terme, en plus évidemment du travail sur les sols, évidemment encore une fois le triptyque eau, sol, arbre, décliné là pour justement une forme d'architecture viticole, d'architecture de domaine viticole qui vont garantir, espérons-le, encore une fois, il n'y a pas de difficile de faire de la prospective, mais en tout cas, qui seront un vrai pilier de résilience pour les décennies à venir et au regard évidemment des changements climatiques, quoi. Voilà, je n'ai pas le temps de montrer. Donc... Non, mais on va l'illustrer avec un autre exemple, vous allez voir, temps réel. Merci Simon, merci beaucoup Simon Ricard pour cette présentation. Je vais vous installer à côté de Jean-François et de Violaine. Et je vais demander à Ludovic Stiévé de nous rejoindre sur scène. Ludovic, s'il vous plaît, vous représentez le château de Galoupé. Vous allez nous rejoindre pour témoigner de ce qui a été fait sur votre domaine. Bienvenue, je vais vous installer à côté de Simon. Et puis on passera ensuite aux questions-réponses. On va prendre une petite quinzaine de minutes. Nicolas, bien sûr. Et il y a des photos, évidemment, qui vont illustrer le témoignage de Ludovic. Bonjour Ludovic Stiévé, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Oui, je vous laisse vous présenter, évidemment. Oui, Ludovic Stiévé, je suis le responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement pour le château Galoupé, qui est basé à Lalonde-les-Morts. J'ai un petit support... pour illustrer ce que vous avez fait en termes tout à fait, très synthétique. J'ai bien eu les consignes. Donc le château Galoupé, en quelques chiffres, c'est 69 hectares de vignes conduites en agriculture biologique. Et 77 hectares d'espace boisé. Il y a plus de massifs boisés que de vignes. Et on a la chance également, on peut le voir sur le petit schéma en bas de l'écran, que nous avons la chance d'avoir une partie de ce massif et donc la chance d'avoir la main sur le bassin versant amont au domaine. Et donc on peut gérer justement l'eau au plus haut et dès qu'elle tombe sur le sol, déjà en amont avant qu'elle traverse le vignoble. C'est ce bouton. Donc le contexte, bien simplement, érosion, donc vraiment des volumes d'eau très importants qui créent des dégâts dans les vignes, des inondations. Et donc c'est vrai qu'on voit cette eau chargée de notre sol, qui est au final la richesse du domaine, s'écouler pour ensuite rejoindre la mer Méditerranée. Voilà, ça fait mal au cœur. Et de l'autre côté, subir la sécheresse et aussi d'ailleurs les feux de forêt. On a subi le feu de forêt de 2017 qui a brûlé pas loin de 80% du massif forestier qui nous appartient. Et donc également la conséquence aussi sur la qualité du raisin liée à cette sécheresse. Donc ce contexte a été bien mis en avant suite donc à la réflexion sur le sujet de l'eau pour le domaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour à la fois limiter les phénomènes de dégradation, d'érosion des sols et en même temps réhydrater nos sols pour rendre notre domaine plus résilient face aux aléas climatiques. Donc on a travaillé avec notamment Permalab, le bureau d'études, sur une des solutions donc, qui nous permet au final d'optimiser l'eau qui tombe sur notre domaine. Donc avec deux axes de travail, donc un axe qui est tendre vers l'équilibre hydrologique, c'est-à-dire nos besoins en eau versus les ressources qu'on reçoit naturellement, et également comment compenser le besoin par des apports maîtrisés, notamment l'irrigation. Et donc on peut voir que l'hydrologie régénérative est une solution parmi aussi plein d'autres. Et l'idée de notre côté, c'est de travailler sur toutes ces solutions pour aussi avoir une action des plus importantes. Par rapport au focus sur les aménagements hydrauliques qu'on a pu faire suite à une étude réalisée par Permalab, on s'est appuyé sur une zone d'essai de 11 hectares qui est assez représentatif en termes de bassin versant, de différence de pente, une matrice viticole, mais aussi une matrice forestière, qui nous a permis au final de mettre en œuvre différents ouvrages sur le site. On a notamment les baissières, donc les noues sur courbe de niveau, donc avec plus de 2,5 km de baissières qui ont été réalisées, des mares temporaires en cascade, là aussi, qui permettent au final de ralentir l'eau et de donner le temps à l'eau de s'infiltrer. Des bassins tampons aussi pour tamponner les crues. Et enfin, de la pose de redans, des seuils dans les fossés. Alors, plus en détail, voilà à quoi peut ressembler une baissière. Alors, on va dire c'est des ouvrages qui ne sont pas forcément
à la portée de tous, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir, bien sûr, une matrice forestière en amont de son domaine, mais celle-ci peut être très bien incorporée sur un parcellaire. Alors bien sûr, le meilleur des moments pour implanter des ouvrages hydrauliques, c'est au moment de la reprise d'une parcelle entière, hein, et en fonction de la faisabilité, planter à contre-pente, notamment, et revoir bien sûr le sujet de son dimensionnement, l'implantation d'une haie d'agroforesterie et aussi d'une noue d'un ouvrage hydraulique permettant aussi d'optimiser et de réduire l'écoulement de l'eau. À droite, on peut voir également donc, les mares temporaires en cascade. Hein, c'est comme un grand fossé très large, sauf que bon, de par sa largeur, on peut parler donc d'une mare qui permet aussi là de garder cette eau plutôt qu'elle ne ruisselle avec le sol. Sur ces illustrations, on peut voir des redans, donc c'est des redans en pierre. Là aussi, ces redans permettent, on le voit d'ailleurs sur un des fossés qui a été, on va dire, mal dimensionné. On a eu beaucoup de fines au final qui se sont accumulées sur les redans, qui montrent que, au final, en amont de ce fossé, il y a potentiellement d'autres ouvrages à réaliser pour éviter l'accumulation de ces fines. Donc ces redans en pierre et également des redans en bois. Alors là, la photo n'est pas la photo finale. Ces redans sont bien amarrés, je vous rassure, pour éviter qu'ils ne partent au premier orage. Et l'idée vraiment même, c'est de à la fois conserver le sol et limiter l'érosion, mais aussi conserver la quasi-totalité des pluies qu'on peut avoir, les pluies les plus courantes, hein, celles qu'on apprécie d'avoir, mais tout en laissant passer les pluies orageuses, celles qui peuvent vraiment créer des dégâts, hein, la pluie des 100 ans. Voilà, si on reçoit 90 mm en 2 heures, ça peut être vraiment catastrophique pour le domaine. Donc là, c'est des illustrations, et bien sûr, il y a aussi l'aspect réalisation. L'idée étant d'utiliser des matériaux issus du domaine, hein, de ne pas aller les chercher à l'extérieur. Là, sur l'illustration, ce qu'on peut voir, c'est des bûches de mimosa, par rapport à un chantier de retrait de mimosa, où on avait du mimosa, qui est une espèce exotique envahissante. On avait retiré donc ces mimosas, car ils commençaient à vraiment prendre des proportions énormes et à s'étirer vers le massif forestier. Et donc, dans ce cadre de retrait des espèces envahissantes, on a réutilisé ces rondins sur place. Et on a également d'ailleurs replanté une haie d'agroforesterie juste à côté. Donc il y aura aussi une chance de survie bien plus élevée grâce à ces redans, car on va avoir une accumulation d'eau et donc une irrigation de ces jeunes plants. Donc là aussi, c'est un élargissement d'un fossé, donc qui nous a permis au final de faire un bassin tampon. Alors il y a aussi toujours les enjeux paysagers également, hein. On va mettre de la pierre, on va enjoliver aussi ces ouvrages, parce que c'est rejoindre l'utile à l'agréable. Oui, des bassins tampons. Et également, on a réalisé aussi une modélisation pour étayer vraiment tous nos propos, donc du domaine de ces différents bassins versants, et notamment de l'impact de ces ouvrages sur les débits de pointe, les volumes de crues. Donc voilà, l'effet, on va dire l'étayage scientifique des éléments. Et donc on fait également le suivi grâce à des sondes aussi d'écoulement dans les fossés, pour voir progressivement l'impact des ouvrages sur le comportement de l'eau. Merci Ludovic Stiévé, merci pour cette présentation. Je vous laisse rejoindre la table ronde et nos experts. On va se donner 15 minutes d'échange de questions-réponses. On va remonter un tout petit peu avec la Société du Canal de Provence, avec vos interventions, Jean-Luc et Violaine. Remonter également sur l'intervention de Simon pour Permalab. Les micros circulent dans la salle et vos questions, évidemment, on va les écouter et nos experts vont y répondre. Qui prend la main pour la première question, première réaction? Juste derrière les caméras, Nicolas. Levez la main, s'il vous plaît. On va venir avec un micro très vite vers vous. C'est Antoine qui va venir. Juste derrière les caméras. Voilà, gardez la main levée. Est-ce qu'on aura une deuxième question, s'il vous plaît, pour qu'on prépare un micro? Monsieur, on viendra ici au 3e rang. Et c'est Nicolas qui va vous apporter un micro. Gardez la main levée, s'il vous plaît. Ce sera plus simple pour vous repérer. Bonjour, madame. Bonjour. Ce serait par rapport à l'agroforesterie. Sur un domaine qui est déjà bien implanté depuis des années, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas auparavant. Est-ce que c'est possible de créer des haies,
de faire tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, sans forcément perdre des hectares ou arracher ou faire co-caisse. Simon Ricard. Oui, c'est une bonne question. Vous m'entendez? Ouais. C'est une bonne question. Oui, c'est possible un peu, mais et c'est ce qu'on voit, par exemple, ce qui est fait au château Galoupé, il y a à l'occasion d'une replantation ou parce qu'il y a un fossé ou parce qu'il y avait un peu d'espace, effectivement, on profite pour implanter une haie. Après, dans l'idée vraiment d'avoir un développement agroforestier qui serait quand même l'idéal, l'idée, on l'a compris, c'est pas juste pour planter des arbres et faire joli. Il y a un enjeu climatique aussi à moyen long terme d'avoir un parcellaire qui soit plus arboré et qu'on va gérer. Il ne s'agit pas non plus de laisser pousser les arbres, évidemment, n'importe comment. Il y a une mi-ombre à gérer tôt ou tard. Il y a des compatibilités aussi d'essences. On ne met pas des chênes, on met des essences qui sont aussi compatibles avec la vie, voire même qui se supportent les uns les autres. Et donc oui, la question c'est effectivement de se dire un domaine ou un espace agricole résilient à 20, 30, 40 ans, il y a de bonnes chances que ce soit un domaine qui soit maillé, remaillé, parce qu'il a été parfois au préalable maillé d'agroforesterie, de haies qui se rejoignent. D'ailleurs, c'est pas juste de faire des par-ci par-là entre guillemets. L'idée, c'est effectivement aussi qu'il y ait des formes de connexion avec des bosquets, des espaces forestiers, des mares par-ci, parce qu'il y a aussi un enjeu de sol, un enjeu mycorhizien. On parle des mycorhizes parce que c'est aussi ça. Ces champignons du sol qui alimentent, qui favorisent la résilience hydrique sur le moyen long terme. Et ces mycorhizes, elles peuvent se développer quand les sols sont relativement protégés, couverts, enherbés au maximum, et aussi en particulier quand il y a des arbres et certaines essences en particulier qui sont présentes de manière diffuse dans le parcellaire. Donc, dans l'idée de reconnecter et de recréer un tel maillage agroforestier, oui, il y a un besoin de repenser de l'espace. Je concluais tout à l'heure là-dessus, redédier de l'espace à l'eau et à l'arbre dans les parcellaires viticoles. Ça va être un enjeu, évidemment, ça heurte l'enjeu d'optimisation de surface, d'optimisation de production et de productivité, mais il y a une vraie question à laquelle je n'ai pas la réponse et il n'y a pas d'affirmation possible, je m'en garderai bien, mais de dire, ok, comment est-ce que redédier 1, 2, 3, 4, 5, 10% peut-être de surface, de nos surfaces agricoles et souvent des surfaces productives à l'eau, avec des fossés un peu plus larges, des fossés avec des redans, des bassins tampons, et à l'arbre avec des systèmes, des haies, des systèmes agroforestiers, idéalement en plus des haies un peu larges, des haies doubles, voire des haies triples, parce qu'il y a plus d'effets écologiques dans ce cas-là. C'est un enjeu. Donc pour répondre à la question, oui, un peu à la marge, on peut le faire sans enlever, mais si vraiment c'est structurel, se pose la question de redédier de l'espace. Oui. Merci Simon, merci beaucoup. Monsieur, votre question, bonjour. Oui, bonjour. Une question pour la Société du Canal de Provence sur le schéma directeur qui a été montré tout à l'heure. Il y a une zone, moi, qui m'interroge un peu, c'est le plateau de l'Issol, qui est longé à l'est par la partie tunnel de Tourves à Signes, à l'ouest, pardon, et qui à l'est le serait par un ouvrage sur le sillon permien. Est-ce que quelque chose a été pensé pour alimenter cette zone qui est quand même un grand plateau agricole et qui aujourd'hui use ou abuse de forage dans des nappes relativement fragiles? Violaine ou Jean-François? Oui, effectivement. Concernant le Val d'Issol, effectivement, c'est un territoire qui aujourd'hui, dans les études qui sont très en amont, pourrait être alimenté par deux branches, soit le sillon permien, soit par les ouvrages existants déjà sur les ouvrages de Mazoc-Signes, et du coup une alimentation différente selon si on est dans le haut Val d'Issol ou le bas Val d'Issol. Oui. Merci pour ces précisions. Est-ce que quelqu'un prend la main pour une question dans le fond de la salle? Nicolas, et puis ici aussi peut-être. Est-ce que quelqu'un prendra la main juste après? Et monsieur, on vous donner un micro également. Bonjour madame, ou monsieur, pardon. Oui, monsieur. C'est monsieur.
J'avais une question sur, sur la frustration de certains viticulteurs par rapport rapprochez un tout petit peu le micro qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Donc, j'avais une question sur la frustration de certains viticulteurs par rapport au passage d'eau, donc du canal de Provence, d'irrigation, et la problématique du droit de tréfonds, du passage d'eau en sous-sol. Jean-François Gelène. Vous parlez des questions foncières, des servitudes, des servitudes liées au passage de canalisation. C'est ça. Et donc la question, par contre, j'ai pas. La difficulté ou la question par rapport à ces tréfonds. Oui. Donc une fois que la borne principale est installée, les problématiques de droit de tréfonds, est-ce que c'est le syndicat qui s'en occupe? Est-ce qu'il y a des accords entre... Comment ça se passe, quoi? Je sais que sur Videban, il y a eu des gros soucis par rapport à cette question et aux viticulteurs qui voulaient ramener l'eau à leur parcelle. Donc pour les réseaux de la concession régionale du canal de Provence, effectivement, la SCP, préalablement à tous les travaux qui seront nécessaires pour poser nos conduites enterrées, demandera et obtiendra l'autorisation des propriétaires fonciers. La SCP ne posera jamais de tuyaux chez un propriétaire privé sans un accord. Donc on a ce qu'on appelle des conventions de servitude qui autorisent la concession régionale à venir faire ses travaux chez le propriétaire. Après, qu'est-ce qui se passe à Valborne entre éventuellement deux exploitants agricoles, ça appartient aux exploitants de se mettre d'accord entre eux. Mais la SCP, la concession régionale du canal de Provence, a bien toutes les autorisations préalables au démarrage de nos travaux, d'un point de vue foncier. Et les servitudes qui sont demandées pour pouvoir réaliser la pose de canalisation autorisent la replantation. Une fois que la tranchée est comblée, et les cultures, alors, sauf ce qu'on appelle les arbres de haute tige, mais les cultures peuvent être remises en place et cultivées normalement. Monsieur, votre question, vous avez un micro et puis on ira tout dans le fond de la salle pour la dernière question. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. J'avais une question, vous avez parlé donc au sujet des haies. Surtout sur le domaine du Galoupé, là, est-ce que vous avez pris en compte, parce qu'on est quand même un département qui est relativement, on a des contraintes incendie et parfois des gros incendies. Au niveau de vos haies, est-ce que vous avez pris en compte en termes de coupure agricole, comment vous l'avez analysé, surtout au domaine du Galoupé ou même dans les différentes études, pour que ces haies ne fassent pas non plus office de continuité et que nos parcelles agricoles puissent continuer à faire des offices de pare-feu. Alors c'est un sujet qui a été mis sur la table. C'est vrai que lors de la réflexion sur ce projet, on a réalisé une zone d'essai, mais cette zone d'essai fait partie d'un grand plan sur l'ensemble du domaine. Mais il fallait qu'on soit convaincu avant d'avancer, bien sûr, sur les 150 hectares. Et l'élément incendie, alors c'est assez intéressant parce qu'en ayant des zones humides, donc c'est des zones qu'on va avoir, on va avoir de l'humidité, donc une fraîcheur et donc des risques incendies qui vont être réduits. C'est toujours là la complexité entre tout ce qui est obligation légale de débroussaillement et biodiversité et espace vert. On a pris en compte au final ces éléments, alors surtout autour des bâtiments, pour éviter bien sûr d'implanter des haies à proximité, mais sur l'ensemble du domaine, on a déjà des bandes forestières qui traversent le domaine. C'est juste que les haies d'agroforesterie vont étirer cette bande à travers le domaine. Sur les essences, on a fait un choix d'essence. On a évité du résineux, bien sûr, pour éviter aussi le risque d'inflammabilité. Mais ça ne va pas être des haies, on va dire, qui ne seront pas entretenues. Il y aura de l'entretien au pied, surtout dans le pourtour des bâtiments. Après, sur le domaine, avec nos couverts végétaux, là aussi, forcément, on a de la matière combustible qui sèche l'été. On a beau coucher ou broyer et pailler, ça reste de la matière. Il y a toujours ce risque, entre guillemets, traînée de poudre. Mais il y a toujours cette question aussi, est-ce qu'on préfère avoir un domaine qui développe sa résilience
ou plutôt un domaine justement qui a aucun risque incendie, mais derrière des sols qui dépérissent. Et voilà, c'est le juste milieu, et c'est la difficulté d'ailleurs de gérer toute cette matière vivante, c'est d'en avoir assez, mais pas trop, par rapport au risque aussi incendie qu'on peut avoir derrière. Allez, on arrive dans les 2 dernières questions. Tout au fond, s'il vous plaît, au fond de la salle. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci. Je souhaitais savoir quel type d'essence vous conseillez sur notre climat provençal et justement en adéquation avec le vignoble pour ne pas avoir de perte de production. Simon. Est-ce que tu veux dire... Simon et puis Ludovic, on vous écoutera aussi sur ce que vous avez fait. Oui, alors je ne vais pas donner une liste là d'essences parce qu'en plus c'est pas forcément ma spécialité. J'ai des collègues qui font ça bien mieux que moi et il y a des spécialistes d'ailleurs qui accompagnent sur l'agroforesterie aussi et qui sont des vraies ressources. Je pense notamment à Agroof, AGROOF, qui accompagnent, qui sont dans le Gard, donc qui connaissent très bien le contexte méditerranéen sur ces sujets. Après, globalement, là, une généralité, c'est de dire que ce seront on parlait là de résineux, donc il y a des essences qu'on évite, évidemment, parce que ce sont des essences plus forestières, donc tout ce qui est chêne ou les résineux, et qui, notamment en termes de trames mycorhiziennes, sont des trames qui sont dites ectomycorhiziennes, alors que la vigne est plutôt endomycorhizienne. Donc un premier axe de sélection, c'est de prendre des essences qui sont endomycorhiziennes, des arbres qui sont naturellement endomycorhiziens. Et ces arbres qui sont endomycorhiziens, ce sont des arbres qui sont plutôt de lisière, qui ne sont pas de forêt, mais qui sont plutôt de lisière. Et donc c'est des arbres, on va dire, comme notamment ceux de la famille des rosacées en général, toute la famille des rosacées, donc en particulier les fruitiers sauvages plutôt, les pommiers, les poiriers, comme ça. Les aubépines ou comme ça sont des rosacées. Donc quels sont les rosacées en particulier qui se développent spontanément, naturellement dans l'écosystème? Quelles sont les essences d'une manière générale qui se développent relativement naturellement? C'est plutôt vers ça qu'on va aller, au-delà de venir calquer des listes d'essences directement sur un contexte. Il y a un premier travail d'identifier qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui est naturellement adapté spontanément, et de là prendre des essences plutôt de la même famille, évidemment, ou voire même les dupliquer. Donc globalement, c'est plutôt des grandes tendances à donner plutôt que des listes préfaites qui peuvent parfois être incompatibles, quoi. Ludovic, quelques exemples peut-être ce qui a été fait, et vous l'avez un petit peu cité, mais nous on a été très simple, on regardait également tout ce qui poussait à côté, donc on avait au moins une garantie que ça allait pousser dans les haies, en prenant en compte la concurrence. Alors forcément, quand on implante une haie, il y a forcément une concurrence hydrique minimale. L'idée, c'est de bien choisir aussi les essences pour limiter cette concurrence. Et également, on a implanté quelques fruitiers, des rosacées, pommiers, à proximité des zones humides. Là aussi, l'idée étant, on plante à proximité de là où il y a de l'eau, parce que sans eau, ça devient vite compliqué. Et donc, ça permet aussi aux équipes de comprendre aussi un autre intérêt de la haie, qu'elle soit aussi productive, qu'elle leur fasse de l'ombre, et également qu'elle leur apporte aussi des fruits pendant une pause. C'est toujours là aussi agréable, et puis d'avoir, on va dire, d'embarquer les équipes, comme pour les redans. C'est aussi les équipes qui réalisent ces redans. C'est aussi pour les embarquer sur ces sujets-là, et de regarder différemment leur espace de travail. Merci beaucoup, merci à tous les 4 de vos interventions, merci de vos questions, merci Violaine, Jean-François, Simon et Ludovic, merci beaucoup.